on a le symposium Metek Mindre, qui est un sujet extrêmement important au cœur de ce que nous avons vécu, notamment l'oxygénothérapie à haut débit qui est en train d'apparaître, de gagner beaucoup de place dans la Covid. Mais qu'en est-il en périopératoire? Et pour cela, professeur El-Kitani, plusieurs casquettes aussi, qu'au sein de l'ASMAR et en dehors, va nous entretenir sur l'apport de l'oxygénothérapie à haut débit en périopératoire. Merci Adib, merci à tous les membres de l'ASMAR, notamment ceux qui veillent au bon déroulement de ce e-congrès et les techniciens qui nous accompagnent. Merci au président pour sa disponibilité et son écoute. Je participe avec dans le congrès avec ce symposium avec un thème qui est l'oxygénothérapie à haut débit. On est tous actuellement dans l'oxygénothérapie en général dans nos réanimations concernant les patients Covid, mais au fur et à mesure, on découvre que ces techniques peuvent être utilisées ailleurs. En s'intéressant à l'oxygénothérapie à haut débit, on a vu qu'on peut même l'utiliser en périopératoire. C'est le contenu du sujet de ce symposium. Alors, juste comme rappel, c'est quoi l'oxygénothérapie nasale à haut débit? C'est un dispositif qui permet d'administrer à travers des canules nasales en général, souples, assez confortables, jusqu'à 100% d'oxygène, donc une FiO2 très élevée, mais c'est un oxygène modifié et réchauffé, et à un débit qui peut être très important, qui peut aller de 15 jusqu'à 60 litres, tout dépend de l'usage. Alors, je suis obligé de rappeler une courbe de physiologie que nous connaissons tous, c'est la courbe de Barcroft de la relation qui existe entre la saturation artérielle transcutanée en oxygène et la pression artérielle partielle en oxygène. Pour les plus vieux en anesthésie, ceux qui ont fait de l'anesthésie avant les années 90, il n'y avait pas de saturation au bloc opératoire. Et là, la venue de la saturation transcutanée nous a transformé la vie. Moi, j'ai vécu, début des années 90, la généralisation de la saturation, et maintenant, on ne peut pas s'en passer. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la saturation qui nous satisfait au bloc opératoire, j'ai ici la courbe de Barcroft, ici la saturation transcutanée et ici la pression partielle en oxygène. Les saturations qui nous satisfaisent entre 90 et 100% de saturation transcutanée correspondent à une fourchette très large de PaO2. Autrement dit, avec une PaO2 aux alentours de 90, on a une saturation entre 98 et 100%. Pareil, quand on aura une PaO2 aux alentours de 200 ou de 300, à droite de la courbe, on aura la même saturation. Autrement dit, quand on est entre 95 et 100% de saturation, on est dans une fourchette très large de PaO2. Et ce qu'on espère en préoxygénation, par exemple, à l'induction, c'est qu'on soit très à droite de la courbe, notamment avec des PaO2 très élevés. Et c'est l'utilité de la technique de préoxygénation qu'on pratique avant toute anesthésie. Alors, le principe de l'oxygénothérapie à haut débit, vous l'utilisez tous. Il y a différentes machines qui permettent cette technique. Il y a des machines qui ne font que l'oxygénothérapie nasale de haut débit, d'autres machines d'anesthésie et des machines de réanimation qui sont dotées de cette modalité d'oxygénation. Généralement, on a besoin d'une source d'oxygène, pas obligatoirement une source d'air comprimé. Plusieurs machines ont l'air comprimé en eux, donc on a besoin d'une source d'oxygène. On a besoin d'un débitmètre qui ressemble un tout petit peu au débitmètre et au mélangeur de la circulation extracorporelle, qui permet de régler deux choses, le débit et la FiO2. L'air envoyé par ce mélangeur et ce débitmètre passe par un réchauffeur et humidificateur avant d'arriver au patient par une interface nasale qui est généralement de grande taille, souple et de gros calibre, permettant de réduire un peu l'effet G.
Alors, cette oxygénothérapie à haut débit, ses principes, c'est l'inhalation d'un fluide qui est tiède et humidifié, avec des gaz à haut débit. On peut commencer par 15 litres, mais on peut attendre 60 litres par minute, ce qui permet au débit inspiratoire de pointe du patient d'être à un FiO2 élevé. Autrement dit, quand le patient inspire, il inspire, toute son inspiration est faite d'une FiO2 élevée en fonction de ce qu'on a réglé, 100% ou 50%. Et donc, on a une diminution de l'effet de dilution. À côté de ça, c'est un effet de pression et ça réduit le collapsus pharyngé inspiratoire qui, chez un patient sédaté en début d'anesthésie, peut entraîner l'occlusion de l'espace pharyngé et baisser. Et en même temps, l'oxygénothérapie à haut débit permet de baisser les résistances à l'écoulement des gaz à l'inspiration. Sur le plan pratique, on va rincer tout l'espace pharyngé, oropharyngé, et ce rinçage permanent de la cavité va permettre de minimiser la réinhalation d'une part et rendre la FiO2 qu'on donne aux patients beaucoup plus précis parce que tout cet espace contient de l'air avec une FiO2 très élevée, celle qui est réglée. Alors, sur le plan efficacité, sur le plan pulmonaire, on a vu sur l'airway, mais sur le poumon, plein d'études ont montré que l'oxygène à haut débit a un effet PEP. Il génère une pression télé-expiratoire positive. Cette pression télé-expiratoire positive n'est pas très élevée, c'est pas comme la CPAP. Elle est plus élevée quand le patient respire avec bouche fermée par rapport à une bouche ouverte, mais généralement, une oxygénothérapie à haut débit aux alentours de 48 minutes génère une PEP aux alentours de 3 à 4 cm d'eau. Alors, une étude de chirurgie cardiaque en post-opératoire a montré l'effet sur la capacité résiduelle, c'est-à-dire le volume d'air qui reste dans le poumon et la fréquence cardiaque de deux techniques d'oxygénation, soit à haut débit, soit à petit débit, en vert petit débit et en haut débit. Les résultats de l'étude montrent que avec le haut débit, on a un volume résiduel plus important chez les patients à haut débit comparé au petit débit. C'est l'index spiritual lung impedance. Donc, le volume va être plus important. Et deuxièmement, on a une fréquence respiratoire plus réduite quand on utilise le haut débit en post-opératoire de chirurgie cardiaque. C'était juste pour expliquer qu'il y a un effet PEP et il y a un effet d'augmentation du volume résiduel qui permet, quand il est riche en oxygène, qui permet de participer aux échanges. Alors, qu'en est-il en périopératoire? On utilise tous et tout le monde s'est mis durant cette pandémie Covid à l'oxygénothérapie à haut débit avec différentes machines qui le permettent. Mais qu'en est-il en périopératoire? Dans le périopératoire, durant les 6 dernières années, il y a plein d'études qui ont mis, c'est juste de la littérature ou des études cliniques simples, qui ont mis en exergue l'apport de l'oxygénothérapie à haut débit qui peut fournir de hauts débits d'oxygène chez des patients soit anesthésiés, soit sédatés ou bien même réveillés. Plusieurs procédures dans différents centres sont en train d'être exécutées actuellement sous oxygénothérapie à haut débit, notamment les procédures de fibroscopie et coloscopie. On endort le patient et on met un haut débit qui va permettre une oxygénation même pendant les périodes d'apnée. Sur le plan théorique, à quoi peut être utilisé ou les utilités de l'oxygénothérapie à haut débit nasal? Ça peut être utilisé en préopératoire, soit dans la préoxygénation ou l'oxygénation durant la période de mise en place de la sonde d'intubation. Pour la préoxygénation, ça permet d'avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un volume résiduel plus important, une oxygénation plus efficace, un effet de pression positive expiratoire. Et durant la procédure d'intubation, quand celle-là elle dure, l'oxygène à haut débit permet de maintenir une saturation beaucoup correcte pendant une durée plus élevée. En péropératoire, sur le plan théorique, on peut réaliser plein de procédures chirurgicales sous sédation ou anesthésie avec une oxygénothérapie à haut débit. Et en post-opératoire, ça peut être utilisé soit à la phase d'extubation ou bien d'oxygénation post-opératoire, notamment en chirurgie thoracique. Tout ça, c'est sur le plan théorique. Qu'en est-il sur le plan pratique? Alors, en périopératoire, ça devrait être utilisé aussi bien en préoxygénation qu'en oxygénation apnéique, c'est-à-dire pendant la période où le patient est en apnée, soit durant l'intubation ou durant une procédure
chirurgicale ou endoscopique. Durant la période d'apnée, on peut utiliser l'oxygénothérapie à haut débit. Et dans les recommandations françaises de 2017, on a introduit l'oxygénothérapie à haut débit, particulièrement à utiliser chez les patients à risque de désaturation artérielle rapide, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de réserve. Et je prends l'exemple de la chirurgie bariatrique, le patient obèse, les patients admis en urgence et ceux qui doivent être intubés en séquence rapide. Ça a été introduit comme moyen utile en cas d'intubation trachéale difficile imprévue. On peut passer le cap avec une oxygénothérapie à haut débit. Qu'en est-il de l'evidence-based medicine? Alors, les études randomisées prospectives ne sont pas énormes en matière d'utilisation périopératoire. J'en ai choisi quelques-unes. Alors, en préopératoire, j'ai pris une étude allemande prospective randomisée pour les patients bénéficiant d'une chirurgie lourde, chirurgie bariatrique, où on a comparé de façon prospective 3 groupes. Un premier groupe bénéficiant d'une préoxygénation habituelle au masque, un deuxième groupe bénéficiant d'une préoxygénation par une CPAP délivrée par un respirateur, et un troisième groupe bénéficiant d'une préoxygénation par un système d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Bon, ce qui ressort durant cette étude, le protocole est en quoi? Une phase de préparation. Tous les patients avant l'induction, ont été monitorés, ont eu un cathéter artériel, on a placé la voie veineuse et durant cette première phase, on a pris un premier échantillon de gaz du sang. La préoxygénation chez les 3 groupes a duré presque 7 minutes et durant chaque minute, on a pris un échantillon de gaz du sang. Alors, entre le temps 0 jusqu'à la 5e minute où on a injecté l'opioïde, 2 minutes après, on a injecté le narcotique et le myorelaxant. À la 7e minute, on est intubé, puis ventilé. Et on a comparé les différents paramètres gazométriques, notamment la PaO2 et la PaCO2, entre les 3 groupes. Qu'est-ce qui ressort de cette étude prospective randomisée? En bleu, on a la PaO2 des patients préoxygénés par une technique d'oxygénothérapie à haut débit. En pointillé vert, ceux qui ont été préoxygénés par une CPAP, et en pointillé noir, en tiret noir, ceux qui ont été oxygénés avec un masque facial. Ce qui ressort, c'est que la PaO2 est beaucoup plus élevée dans le groupe préoxygéné par une oxygénothérapie à haut débit comparé à une CPAP ou une technique habituelle. Aussi bien à 5 minutes de la préoxygénation, à la phase de pré-intubation et surtout après l'intubation. Ce qui veut dire que cette technique permet d'avoir un temps suffisamment long où le patient est relativement bien oxygéné. La conclusion de l'étude, c'est que la préoxygénation standard est inférieure en termes d'oxygénation artérielle, d'air humidifié est une technique rapide, sécurisée et facile à mettre en œuvre pour la préoxygénation pour une anesthésie générale, particulièrement chez les patients qui n'ont pas une réserve respiratoire importante. Donc, l'oxygénothérapie à haut débit peut être une technique de préoxygénation et d'oxygénation en phase apnéique, c'est-à-dire durant la procédure d'intubation, on peut maintenir l'oxygénothérapie à haut débit. Alors, qu'en est-il de la phase péropératoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser la technique durant la chirurgie? Bon, les études, il y en a beaucoup de rétrospectives, mais ceux qui sont prospectives, randomisées, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une étude indienne randomisée, beaucoup de séries prospectives, mais non comparatives, c'est juste du descriptif, et plein d'études rétrospectives. Toutes ces études ont essayé d'évaluer essentiellement l'oxygénation, de la capnie et les paramètres hémodynamiques chez des patients qui ont eu des chirurgies essentiellement ORL ou neurochirurgicales durant une phase d'apnée assez prolongée. Et je vais essayer de prendre une seule étude prospective randomisée. C'est une étude indienne où on a vu l'efficacité, on a comparé la technique de haut débit
par rapport à une oxygénation habituelle chez des patients bénéficiant de gestes ORL courts. Alors, ce qui ressort de l'étude, ici pareil, la PaO2 et la PaCO2, au départ et en péropératoire, les techniques de haut débit permettent d'avoir des PaO2 beaucoup plus élevés que les techniques de masque facial. Ça se comprend, mais en matière de CO2, on a une PaCO2 qui est légèrement mais significativement plus élevée dans le groupe d'oxygénothérapie à haut débit par rapport au masque facial. Ça se comprend. Avec le masque facial, on fait expirer le patient. Avec l'oxygénothérapie à haut débit, on n'est pas sûr de l'expiration et donc il y a rétention du CO2. Alors, quand on détaille l'étude, alors en noir, on a le groupe de patients préoxygénés, c'est le groupe P, par une technique habituelle, et en violet, le groupe de patients ayant bénéficié d'une préoxygénation avec le haut débit. Ben, ce qu'on a constaté, c'est que les patients qui ont été préoxygénés par le haut débit maintiennent des pressions partielles en oxygène élevées pendant des durées très longues, jusqu'à 12 minutes en apnée, alors que les patients qui ont été préoxygénés par une technique habituelle, généralement avant la 6e minute, la PaO2 baisse et la procédure doit s'arrêter pour oxygéner les patients. Par contre, on a pour le groupe de patients à haut débit la PaCO2 qui va s'élever de façon importante et au-delà de 6 minutes, les taux de PaCO2, que ce soit à la capnie ou la pression partielle du CO2 au gaz artériel, s'élèvent à des chiffres qui peuvent être alarmants, notamment à la 9e minute d'apnée. Donc, autrement dit, même si on a une PaO2 qui est excellente à la 6e jusqu'à la 12e minute, la PaCO2 s'élève et ça peut être délétère pour un patient qui est oxygéné en apnée. Et la conclusion de l'étude paraît randomisée et prospective, c'est que du apnée, une désaturation au-dessous de 90 minutes, au-dessous de 90% était significativement prolongée dans le groupe qui a reçu, c'est-à-dire il y avait moins la durée de désaturation, le délai de désaturation était plus prolongé chez les patients ayant eu le haut débit comparé aux patients qui ont eu une préoxygénation normale. Par contre, l'étude, dans sa conclusion, elle indique que l'oxygénation en apnée, c'est-à-dire même si on a l'apnée, on a une saturation qui est correcte, il faudrait oxygéner le patient autrement au-delà de 6 minutes au risque d'avoir une hypercapnie. Une étude de physiologie chez l'homme, dans ce sens, qui évalue les effets de l'oxygénation en apnée, c'est-à-dire une procédure qu'on va faire en apnée, et l'exemple type, c'est une laryngoscopie directe qui va se faire en apnée. Une étude suédoise a permis d'évaluer les paramètres de la gazométrie en apnée chez des patients qui ont eu l'oxygénothérapie à haut débit pour des chirurgies ORL courtes. Donc, dans cette étude, on a en rouge l'oxygène et en bleu le CO2. On a dans la première partie, alors c'est des procédures chirurgicales qui ont été faites sous propofol et remifentanil, curarisation par l'esmérant et antagonisation de l'esmérant à la fin de la procédure. Donc, la fin de la procédure, ici, vous avez des procédures entre 10 minutes et 30 minutes et on a vu la saturation à la fin de la procédure. La saturation, dans tous les cas, chez les patients avec un hyperdébit, un oxygène hyperdébit, était au-delà de 90%. Donc, même si l'apnée dure, quand on maintient l'oxygénation à haut débit, on a une saturation qui est correcte. Donc, la saturation, si on prend le chiffre de base, chez tous les patients jusqu'à 30 minutes, là, ici, en point, c'est l'arrêt de la procédure. Il y a des procédures arrêtées à 10 minutes, d'autres à 20 et d'autres à 30. Donc, la saturation en oxygène est restée toujours élevée chez des patients avec une procédure ORL en apnée avec l'oxygénothérapie à haut débit. Était élevée au bout de 5 minutes de préoxygénation et restée durant toute la procédure à des chiffres très intéressants. Qu'en est-il du CO2? La PaCO2 était élevée à l'arrêt de la procédure chez presque tous les patients, mais
Si on passe à cette courbe en bleu, on voit que la PaCO2 augmente au fur et à mesure de la durée d'apnée. Et si on prend le CO2 en rouge et le pH, on voit qu'au bout de 20 minutes, on est à un pH qui commence à baisser de façon sérieuse à 7,2 et une pH CO2 aux alentours de 70 mm de mercure. Donc, autrement dit, les techniques de chirurgicales en apnée avec oxygénothérapie peuvent être réalisées avec des PaO2 et des saturations qui sont préservées, mais ça doit être limité du fait du risque d'acidose respiratoire par hypercapnie. Donc, l'oxygénothérapie à haut débit peut être considérée pour les gestes chirurgicaux en apnée, notamment sur la sphère ORL ou neurochirurgicaux, à condition de surveiller la PaCO2 et la PaO2. La capnie, éventuellement, ne va pas être suffisante si la procédure est longue, et il faut écourter ces procédures, généralement à moins de 10 minutes. Alors, qu'en est-il du post-opératoire? Donc, on a vu en induction, en péropératoire et en post-opératoire. La technique est assez utilisée essentiellement en chirurgie thoracique et en chirurgie bariatrique, dont le post-opératoire immédiat à l'extubation ou durant les 48 heures après la chirurgie, plein d'études, mais essentiellement du rétrospectif. Passons maintenant aux recommandations des sociétés savantes. Sur la base de différentes études rétrospectives, prospectives, différentes sociétés savantes, depuis 5 ans, sont en train de mettre et d'introduire l'oxygénothérapie à haut débit dans l'arsenal thérapeutique de l'induction et des procédures chirurgicales. Et je commence par la Société internationale de l'airway difficile, Difficult Airway Society. Ces recommandations de 2015, dans 2 paragraphes, on introduit l'oxygénation apnéique, qui est recommandée chez les patients à risque, notamment en préoxygénation chez le sujet obèse. On doit faire une préoxygénation avec l'oxygène à haut débit. Et dans les cas de figure où on a des patients non intubables et non ventilables, l'oxygène à haut débit serait intéressant pour passer le cap de la mise en place soit de dispositifs supraclotiques, soit pour l'accès de la trachée par voie par cricoïdotomie. Alors, les conclusions de la Société internationale de l'airway difficile. La période apnéique peut être prolongée par une préoxygénation via une canule nasale. Il y a l'efficacité de l'oxygénothérapie à haut débit pour prolonger la période apnéique n'a pas été assez évaluée et demeure un domaine d'intérêt pour la recherche, c'est quelque chose qui va venir, et que l'administration de l'oxygène par une canule nasale en ajout à une préoxygénation standard et la ventilation par le masque est recommandée chez les patients à risque élevé d'intubation difficile ou à réserve respiratoire limitée. Ça, en 2015. Alors, en 2016, il y a une grande société de voies aériennes difficiles, qui est la société indienne, qui a sorti ses recommandations. Et dans la recommandation de la All India Difficult Airway Association, en 2016, on retrouve l'oxygénothérapie à haut débit. L'oxygénation apnéique est recommandée avec une canule nasale avec un débit de 15 litres minute. Autrement dit, durant la procédure d'intubation, il vaudrait mieux avoir une canule nasale à haut débit. Que le haut débit avec de très haut débit devrait être utilisé lorsqu'elle est disponible, spécialement lorsqu'une intubation difficile est anticipée, et qu'il faut poursuivre l'oxygénation nasale à un débit d'oxygène entre 15 litres et 40 litres par l'oxygénothérapie à haut débit afin de maintenir l'oxygénation durant la laryngoscopie et l'intubation endotrachéale. Donc, progressivement, l'oxygénothérapie à haut débit, quand elle est disponible, elle doit faire partie de l'arsenal de la gestion des voies aériennes difficiles. Alors, les recommandations françaises de 2017 sont relativement frileuses par rapport à la technique, même s'ils l'introduisent, mais ça reste à un état vraiment embryonnaire. Donc, dans les recommandations de 2017 de la société de la SFA, on trouve que dans les conclusions, les résultats des études portant sur l'oxygénothérapie à haut débit en périopératoire sont partagés. Dans certains cas, il faut probablement utiliser les techniques d'oxygénothérapie apnéique en complément de la préoxygénation avec des techniques spécifiques pour prévenir une désaturation artérielle. Et dans ces techniques spécifiques, dans un paragraphe,
Ces techniques regroupent l'insufflation nasopharyngée à l'aide d'une canule d'oxygène de 5 litres ou bien l'oxygénothérapie à haut débit. Donc l'oxygénothérapie à haut débit a été introduite comme technique chez les patients avec des réserves respiratoires limites ou qui à risque de désaturation artérielle. En 2019, le Royal College of Anesthesists, ce sont les anesthésistes anglais qui recommandent en plus de la pratique clinique l'équipement des sites d'anesthésie et des chirurgies. Dans les recommandations de l'équipement, de Provision of Anesthesia Service, l'équipement des services d'anesthésie, qu'est-ce qui ressort des recommandations de la Royal College? Première chose, pour l'intubation difficile, ils mettent que l'équipement nécessaire à la gestion des intubations difficiles, telles que l'oxygénothérapie nasale à haut débit, devrait être disponible au bloc opératoire lors des chirurgies de la tête et du cou. Quand on est dans un bloc ORL ou neurochirurgie, parmi le matériel nécessaire pour la gestion de l'intubation difficile, le Royal College recommande d'avoir des appareils pour l'oxygénation à haut débit. Deuxième recommandation, chirurgie thoracique, les équipements de VNI devraient être disponibles lors de la période post-opératoire, immédiatement incluant soit la BiPAP, soit la CPAP, soit l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Donc en post-chirurgie thoracique, c'est une technique qui est recommandée par le Royal College. En conclusion, qu'est-ce que je dirais sur l'oxygénothérapie à haut débit en périopératoire? Alors, les applications cliniques sont suggérées par les auteurs et les sociétés savantes, mais on va voir 4 ans à venir dans toutes les recommandations concernant la gestion des voies aériennes, l'oxygénothérapie à haut débit, soit pour la préoxygénation, soit pour la ventilation apnéique ou l'oxygénation apnéique, vont être introduites. Alors, les sociétés insistent sur la préoxygénation avant l'induction de l'anesthésie générale, notamment pour l'intubation difficile, où l'oxygénothérapie à haut débit trouve sa place. L'oxygénation pendant la procédure d'intubation endotrachéale, qui parfois peut durer, et si le patient n'a pas de réserve respiratoire, peut entraîner des désaturations et des hypoxies. Pendant la chirurgie, c'est la patiente non intubée. Beaucoup de chirurgies courtes ou de procédures courtes peuvent bénéficier du bénéfice de l'oxygénation apnéique, c'est-à-dire un patient qui est en apnée ou une respiration spontanée. Je prends l'exemple d'une coloscopie ou d'une procédure de laryngoscopie où on peut utiliser l'oxygénothérapie à haut débit. L'assistance respiratoire après extubation en salle de réveil, particulièrement en chirurgie thoracique et cardiaque. Alors, pour les gens qui s'intéressent, il y a un rapport, c'est un vrai bouquin, un rapport de l'Université de Laval, du CHU de Québec, pour introduire la technique dans leur CHU. Ils ont fait une évaluation de la pertinence de l'oxygénothérapie nasale à haut débit au bloc opératoire. Et dans ce manuel, on a toutes les études, c'est un manuel récent qui est sorti fin 2019, on a toutes les études concernant l'oxygénothérapie à haut débit en périopératoire. Je me permets de rappeler que toutes les nouvelles machines de respiration, que ce soit en réanimation ou en anesthésie, on introduit la technique qui va devenir une partie de la préinduction, de la préinduction et de l'induction, et parfois une technique d'oxygénation durant la procédure chirurgicale. Je vous remercie. Merci, c'est Chafer, pour ce rappel. Vu que là-bas, l'oxygénothérapie hyperbare est devenue très, très à la mode avec le Covid, donc tout le monde en parle, mais pendant longtemps, très peu de gens en faisaient. Et beaucoup de gens en parlent et on le voit sur YouTube, mais sans même, enfin, les questions qui sont sur YouTube, sans même savoir comment on la pose. Ils savent en gros que c'est une sorte de machine qui donne comme les lunettes d'oxygène, mais en un peu plus gros et en allant un peu plus vite, mais sans plus. Donc, merci pour les rappels techniques et pour avoir expliqué les principes. Là, j'ai une question en termes de rapport coût-bénéfice de l'oxygénothérapie hyperbare, parce qu'on s'en est rendu compte, machine hyperbare, pardon, à haut débit. Oui, c'est un lapsus. On s'en est rendu compte le Covid, parce que quand ça a été introduit au Maroc à l'occasion du Covid, on a présenté ça comme la panacée. Oui. Et au bout d'un moment, on s'est calmé parce que d'une part, la pression d'oxygène au niveau des hôpitaux commençait à baisser et la consommation devenait drastique. C'est vrai que c'est spécifique à cette période
parce qu'on en consomme beaucoup. Mettre 15 machines d'oxygénothérapie à haut débit en permanence, 24 heures sur 24, ça consomme beaucoup. C'est peut-être pas le cas en anesthésie pour des gestes de courte durée. Donc, Anna, je me pose la question, il y a la plus-value en dehors de ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire la respiration apnéique, la sécurité en termes d'intubation difficile ou la des gestes d'endoscopie, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, Metzelen, pour la préoxygénation, parce que n'importe qui vous dira qu'on fait très bien déjà sans, ou là pour le support d'oxygénation en post-op immédiat chez les malades simples, sachant que ça nécessite du consommable à usage unique qui coûte plus cher que les simples lunettes qui ne coûtent rien. Est-ce que vous pensez qu'il faut la réserver à des situations où c'est démontré qu'il y a une plus-value, ou là, vous pensez que ça va s'être généralisé à toute notre pratique? Alors, je vais parler du coup. Effectivement, nous, la majorité de nous découvre la technique du fait de la Covid. Le coût est exorbitant vu les débits. C'est-à-dire, pour les structures qui utilisent des obus d'oxygène pressurisés, ça ne peut pas être une technique fiable. C'est soit les cliniques qui ont des générateurs d'oxygène, soit les hôpitaux qui ont des installations pressurisées d'oxygène. Donc, le coût est important, mais la machine en elle-même n'est pas faite pour délivrer autant d'oxygène. Elle est faite pour générer de la pression et avoir une FiO2 avec des débits relativement faibles. La Covid, c'est particulier, mais je veux vous dire, on est content quand un patient Covid hypoxique finit par répondre à l'Optiflow, à l'oxygénothérapie à haut débit. On est rassuré parce qu'on ne va pas passer à la VNI. La VNI, on était content au départ, mais on voit les dégâts. Au-delà de 10 jours, on a beaucoup plus de dégâts, je dirais beaucoup plus de dégâts que ce qui était attendu. Maintenant, périopératoire, comme tu l'as dit, c'est de courtes périodes. Et même la FiO2, on n'est pas obligé de mettre des FiO2 à 100%. On peut être à des FiO2 à 50% pour bénéficier de l'ouverture de la glotte, deuxièmement, du maintien de l'autopipe et du maintien d'un volume résiduel assez important. Justement, alors, les canules, pardon? Justement, les réglages. Est-ce que les réglages, c'est important, il y a une question sur le plan pratique. Est-ce que c'est des réglages en fonction d'objectifs, et donc je vais titrer un objectif, ou là, c'est des réglages standards par rapport aux situations différentes. Pour l'induction, il y a un réglage à faire. Pour le post-op, je vais faire la différence entre les pneumopathies hypoxémiantes, parce que comme si vous ventilez un SDRA, où les réglages, vous commencez par le maximum. Vous commencez par un débit de 40 à 50 litres, une FiO2 à 100%. Vous réduisez un peu la FiO2 jusqu'à 75 et par la suite, vous réduisez les débits. Mais dans la Covid, quand les malades en ont besoin, c'est de haut débit et de haute FiO2. Maintenant, en dehors de ça, en périopératoire, ce qui est recommandé, c'est des débits de 15 litres, de 20 litres. On n'atteint pas les 60 litres, les 40 litres, 50 litres. C'est des débits de 15 litres avec une FiO2. Sauf si c'est un post-op Covid, bien sûr. Oui, on est obligé de faire avec. Donc, en périopératoire, soit en préoxygénation, en post-opératoire, ce n'est pas les mêmes réglages. Généralement, en préopératoire, c'est du 15 litres minute. Du 15 litres minute jusqu'à 20 litres minute, avec une FiO2 idéalement à 100% au départ. Et on peut faire une procédure d'intubation, même si elle est longue. On peut faire une procédure chirurgicale en apnée. On peut faire une procédure chirurgicale en ventilation spontanée. C'est de petits débits. Donc, qu'est-ce qu'on règle? En dehors de la Covid, on va être à 20 litres minute avec une FiO2 au départ à 100% qu'on peut réduire en fonction des paramètres qu'on a. Donc, l'usage n'est pas le même. L'usage en périopératoire n'est pas comme l'usage en réanimation. Maintenant, en post-opératoire. En post-opératoire, je vais prendre une chirurgie lambda, la chirurgie thyroïdienne, où on extube des patients relativement endormis avec des phases d'apnée. Si vous mettez de l'oxygénothérapie à haut débit, même si vous avez le patient qui va passer par des épisodes d'apnée de 2 minutes, 3 minutes en post-opératoire, vous êtes sûr que sa saturation restera stable. Par contre, au bout de 5, 6 minutes, 7 minutes d'apnée, le risque, c'est les troubles du rythme liés à l'acidose et à l'hypercapnie. Donc, l'usage n'est pas pareil en périopératoire et en réanimation. Merci Javer. Donc, vu qu'on est très loin le retard, donc on va arrêter les questions et on va passer au dernier orateur. Et non des moindres. Et rien que pour lui, je suis content d'avoir patienté jusqu'à là.